Que la bataille commence. Ça y est, la loi travail est présentée à l'Assemblée. Depuis quelques minutes seulement, vous voyez Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, présenter son texte. Le débat parlementaire s'annonce vif. La France insoumise, notamment, compte se faire entendre. Mais pour autant, pas sûr que l'opposition puisse faire quoi que ce soit. Eh bien, on en parle avec nos invités. Danielle Simonet, bonjour, coordinatrice du Parti de gauche. Didier Porte est également avec nous, bonjour. Secrétaire confédéral de Force ouvrière. Et Michaël Darmon, bonjour. Bonjour. Journaliste politique. D'abord, on va prendre la direction de l'Assemblée nationale où nous attend Frédéric Delpech. Bonjour Frédéric, on le disait, les débats vont commencer juste après la prise de parole de Muriel Pénicaud. Quelle est la tonalité à l'Assemblée ? Alors une tonalité offensive pour l'opposition, cette opposition ultra-minoritaire ici à l'Assemblée qui est bien déterminée à faire entendre sa voix coûte que coûte. Alors ça passera bien sûr par des interventions dans l'hémicycle, ça passera par une motion de procédure déposée par la France insoumise, ça passera aussi par des rappels au règlement sans doute et des interruptions de séances demandées par le président du groupe France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Tout cela afin de ralentir les débats et puis surtout de faire entendre une voix un peu différente de celle de cette majorité écrasante ici qui est favorable à ce projet de loi d'habilitation des ordonnances. Majorité écrasante avec bien sûr La République en marche, mais aussi le MoDem et une grande partie des Républicains qui sont favorables à ce texte qui est, selon Muriel Pénicaud, qui vient de commencer à prendre la parole dans l'hémicycle, eh bien ce texte qui donnera, dit-elle, plus de liberté aux entreprises et aux salariés. Il faut, a dit la ministre du Travail, valoriser la négociation dans l'entreprise plutôt que la loi ou les branches. Donc on le voit, un débat qui ne fait que commencer, mais qui aura également lieu en dehors de l'Assemblée nationale, puisque Jean-Luc Mélenchon a rappelé son intention d'appeler à des manifestations, par exemple le 12 juillet prochain, place de la République. Bref, c'est une façon d'utiliser l'Assemblée comme caisse de résonance pour tenter de réveiller en quelque sorte les Français qui sont plutôt sur les départs en vacances, afin de pointer du doigt ce que l'opposition considère comme des excès dans ce projet de loi d'habilitation des ordonnances. Frédéric, Danielle Simonet, on l'a vu, Frédéric nous le disait, la stratégie de France Insoumise visiblement est arrêtée, elle a été mûrement réfléchie. Vous en avez décidé comment ? Nous sommes en total désaccord avec cette volonté de M. Macron et de sa majorité de casser le code du travail, et sur le fond et sur la forme. D'abord, M. Macron n'a pas une majorité dans le peuple pour remettre en cause la hiérarchie des normes. Et on ne comprend pas quelle est donc l'urgence absolue pour que, avant l'été, il faille à tout prix, par cette méthode d'ordonnance... Alors, c'était dans son programme, il a été élu sur ce programme. Mais vous vous rendez compte ? Il n'y a pas de surprise. Non, dans son programme, rien n'était précisé pour les Françaises et les Français sur le dit contenu. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous n'avons pas l'été. connaissance du contenu des ordonnances. Donc on est dans une méthode totalement antidémocratique. Vous savez, l'urgence absolue dans ce pays, c'est les 9 millions de pauvres, par exemple, ou c'est l'urgence écologique. Personne dans ce pays, il n'y a pas de majorité chez les citoyennes et les citoyens, et d'ailleurs M. Macron n'a été élu président de la République avec une très forte abstention, il en est de même pour l'Assemblée nationale. Il n'y a pas une majorité absolue dans le peuple pour dire « Oh, mais l'urgence, c'est qu'on nous licencie plus facilement, qu'on diminue nos salaires et qu'on précarise notre contrat de travail. » Ça n'est pas ça. Ça, c'est l'urgence du MEDEF. Et donc, c'est vraiment une loi qui est calquée sur les intérêts du MEDEF, qui ne représente pas tout le patronat français, parce que les chefs de petites entreprises n'ont absolument pas intérêt à cette loi qui va encourager un dumping social absolu. Alors, on reviendra juste sur le contenu de la loi travail, d'abord sur les débats qui vont commencer donc là, dans les minutes qui viennent à l'Assemblée. On a compris que la France insoumise avait arrêté sa stratégie. Et donc, Frédéric le disait, il y aura une motion déposée, des interruptions de séances. Tout ça, ça a été mûrement réfléchi. Comment ça s'est passé ? Écoutez, notre stratégie, c'est déjà de faire en sorte d'expliciter aux citoyennes et aux citoyens le fond et la forme. Cette méthode par ordonnance est totalement inacceptable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à l'Assemblée nationale, ils vont voter le fait de déléguer au gouvernement de pouvoir, par ordonnance, prendre la décision de revenir et de briser un siècle d'acquis sociaux et de remettre en cause un siècle de lutte sociale dans ce pays. Quand on parle de l'inversion de la hiérarchie des normes, c'est pas rien. Ça veut dire permettre à des accords d'entreprise d'être plus défavorables aux salariés que ne le sont les accords de branche ou la loi. Donc le but, c'est de se faire entendre. Donc on va se faire entendre. Donc à la fois, le groupe France Insoumise, et j'en suis très fière, à l'Assemblée nationale, a fait un travail phénoménal dans des conditions
terrifiante, parce qu'il faut savoir qu'ils viennent à peine d'être élus, ils n'ont pas forcément encore leur bureau, leurs collaborateurs, qu'ils étaient déjà en train de rédiger plus de 130 amendements. Aucun, vous entendez, n'a été intégré à la commission des affaires sociales. Aucun. Ça veut dire qu'on a une commission qui, finalement, a fonctionné comme une chambre d'enregistrement, avec des députés, d'ailleurs, de La République En Marche, soit absents, soit au garde à vous, petits soldats qui n'avaient rien à dire sur le contenu. Donc on a non seulement une majorité qui cherche à bâillonner l'Assemblée nationale, mais qui, en plus, s'appuie, finalement, sur un groupe qui n'exprime pas. C'est un mépris de la tradition parlementaire républicaine. C'est un passage en force. C'est un coup d'État social inacceptable qui est en train d'être mené. Michaëlle Darmon, qui a peut-être un peu plus de recul sur cette démocratie parlementaire, est-ce qu'elle est bafouée pour vous, comme le dit la France Insoumise, avec effectivement tous ces amendements de la France Insoumise la semaine dernière, totalement retoqués par la Commission des affaires sociales, par exemple. Est-ce que c'est le cas? On est à la conjonction de deux méthodes et deux moments. C'est une loi d'habilitation pour préparer des ordonnances. Donc les amendements ne pourraient pas forcément n'ont pas lieu d'être dans la logique de la majorité, puisque c'est pour ensuite appliquer un texte qui, dans sa méthodologie, pendant un certain nombre de mois, va appliquer de manière, donc, je dirais, autoritaire, un certain nombre de dispositions liées au Code du travail. Après, on est dans un moment politique également où le candidat Macron avait dit qu'il ferait la réforme du Code du travail en premier et par ordonnance, et surtout, ce qui est quand même, et cela, c'est vrai que les opposants à cette loi doivent s'y confronter, ont l'assentiment des syndicats, qui sont quand même les premiers concernés, je dirais, en termes de partenaires sociaux et d'éventuels opposants pour être dans un levier donc, de conflit social. On a entendu donc, le patron de la CFDT, aujourd'hui d'ailleurs premier syndicat de France, à dire c'est une loi qui va dans le bon sens. On a entendu Jean-Claude Mailly dire, on a entendu dire, je ne dis pas que c'est bien, je dis que ce qu'ils ont dit... les syndicats ne sont pas du tout... Didier Porte, les syndicats ne sont pas du tout favorables à cette loi. Je ne suis pas en train de donner mes opinions. Je vous dis des choses qui ont été avancées et on retrouvera les verbatims sans problème. Vous prenez vos rêves pour des réalités, pas là. du tout. On prendra les verbatims sans problème de Jean-Claude Mailly qui dit cette loi, pour moi, va dans le bon sens. Il y a d'ailleurs une alliance. La concertation va dans le bon sens. Il n'a jamais dit que la loi est dans le bon sens, ça n'est pas vrai. Que ce soit donc la Force ouvrière, que ce soit la CGT, ils ne sont pas favorables à l'inversion de la hiérarchie des normes. Je ne suis pas en train de vous contredire, je suis en train de dire... Mais vous faites dire à Force ouvrière des choses qu'elle ne dit pas. Je ne fais rien dire à Force ouvrière. Alors, vous concluez. Et surtout, ce qu'on entend, et c'est la dernière proposition que je fais en termes d'analyse, ce qu'on entend off, bien évidemment, ça ne sera peut-être pas dit officiellement, qu'il y a un rapprochement entre en ce moment FO et la CFDT, et que ça laisse quand même les opposants syndicaux majeurs, c'est-à-dire la CGT, plutôt isolés sur le terrain. C'est la réalité. L'opposition actuelle a du mal à se confronter avec cela. C'est normal, elle fait son travail, mais c'est une réalité. Alors, du côté de FO, effectivement, qu'est-ce que vous dites, vous? C'est vrai qu'on a entendu Jean-Claude Mailly, encore sur notre antenne ce midi, mettre en avant, encore une fois, la concertation qui était en cours. Alors déjà, comparer ce qui s'est passé avec la loi travail de l'année dernière. Sur la méthode, c'est quand même quelque chose d'important de le dire. Effectivement, cette année, il y a une vraie concertation. Donc vous appréciez la méthode? Donc effectivement, sur la méthode, nous apprécions le fait de pouvoir nous porter nos analyses, porter nos revendications, mais pour autant, ça ne préjuge pas de l'issue finale de cette concertation. Je crois que le point fort, je crois que ça a été dit tout de suite, aujourd'hui, nous sommes sur une loi qui va permettre de légiférer par ordonnance. Et le fond du problème, bien évidemment, viendra lorsque on aura le contenu écrit des ordonnances. Donc pour l'instant, on n'a pas le contenu des ordonnances, même parce si c'est que quelque chose... la concertation est en cours, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais même si aujourd'hui, dans les textes du projet de loi, le Conseil d'État avait demandé à ce que le contenu soit suffisamment précis sur les objectifs donnés par cette loi, mais aujourd'hui, les contours de cette loi ne sont pas suffisamment clair pour qu'on puisse porter définitivement un avis qui dise effectivement donc le vous laissez au gouvernement le bénéfice du doute, mais vous restez vigilant. Alors, pour l'instant, on ne laisse pas le bénéfice du doute, puisque nous sommes encore en concertation, ce qui pose quand même un problème de fond. Je veux dire que le débat parlementaire débute aujourd'hui, alors que demain encore, nous allons être concertés. Donc c'est un peu compliqué pour les politiques, je le comprends bien. Il aurait fallu peut-être qu'on puisse, nous, effectivement, à l'issue
cette concertation donné un premier avis sur lequel auraient pu s'appuyer les politiques ou les parlementaires et avancer. Ouais. Mais en tout état de cause, la concertation va durer pendant tout le reste de l'été. La seconde quinzaine du mois d'août nous appellera à travailler sur le contenu de ces ordonnances et c'est là qu'on pourra, nous, effectivement, dire ce qu'on pense. Mais c'est vrai qu'on assiste à quelque chose d'inédit, là, quand même. Oui, et c'est vrai, c'est absolument inédit, et dans la double méthode et le double moment. Mais si, effectivement, on prend un peu de recul, et de mon point de vue d'observateur, on assiste quand même, en ce moment, à un jeu de posture où chacun tente de régler son jeu. Les syndicats ont bien compris, les partenaires sociaux, qu'il s'est passé quelque chose dans le pays et qu'il va falloir bouger. C'est l'idée des discussions non officielles qui existent. On a bien compris également que du côté de l'opposition, on cherche une faille, un moment, une capacité de pouvoir se faire entendre, sachant qu'il n'y aura pas de possibilité de repousser le texte, du point de vue de la logique, tout simplement, majoritaire. Le gouvernement n'a pas encore tout dit aux syndicats, très certainement, mais les syndicats savent aussi le contenu de la réforme, ils savent qu'elle est très ambitieuse. Donc on est sur un jeu en ce moment où chacun se règle, et c'est un petit peu un jeu de rôle, n'en déplaise à Madame la députée, c'est la réalité. Je ne suis pas députée, Madame Simonet, n'en déplaise, c'est la réalité du moment et où chacun est en train de régler son jeu. Ah ben justement, Sauf que c'est pas un jeu. Sauf que c'est pas un jeu parce qu'il y a des milliers et des milliers de vies qui sont en jeu. Voilà. Parce qu'on est en train de s'attaquer vraiment à ce qui fait la base de notre dialogue social. Je veux dire, le fait qu'on ait un code du travail qui protège, qu'on veuille remettre en cause pour faire en sorte, mais bien sûr, ils ne le rejettent pas. Non, je crois pas. Vous allez avoir dans la loi qui est proposée, d'accord ? On n'a pas connaissance des ordonnances. Mais l'esprit de la loi, c'est quoi ? C'est de permettre à ce que des accords d'entreprise puissent déroger aux conventions collectives, aux accords de branche et à la loi. Oui. C'est-à-dire permettre à des accords d'entreprise d'être plus défavorables aux salariés. Est-ce que vous voyez un seul syndicaliste qui peut se regarder dans la glace et se dire « Chouette, on va faire en sorte que la situation des salariés dans ce pays puisse être plus défavorable pour eux à l'issue d'un accord d'entreprise que ne le sont les accords de branche que nous négocions ». Vous avez posé Je vais la vous question. dire une chose. C'est tellement grave qu'il faut bien prendre conscience que tout le peuple doit se préoccuper de cela. Parce que non seulement tous les salariés, aucun n'a intérêt à cela. Mais en plus, les petites entreprises n'ont pas intérêt à cela. Parce que ça veut dire quoi ? Je suis une entreprise, j'essaye de gagner un marché, voilà. Sauf que, évidemment, je me rends compte que l'entreprise d'à côté a décidé de ne pas payer les heures supplémentaires, a décidé finalement de précariser tous ses salariés, de baisser le salaire, d'aller en deçà de ce qui a été négocié dans les conventions collectives. Donc je suis amenée, moi, avec ma petite entreprise, à faire pire encore pour mes salariés. Donc c'est une fuite en avant. Personne n'y gagne. Vous m'entendez ? Personne n'y gagne. Alors ça, c'est votre argumentaire. Vous avez dit que vous vouliez faire œuvre de pédagogie pour les Français. Le 12 juillet, exactement le 12 juillet, nous appelons un rassemblement Place de la République et il y aura d'autres rassemblements qui auront lieu ailleurs en France. Et il est important que tout le monde se préoccupe de cela. Parce que cette inversion de la hiérarchie des normes, sera date historiquement. Il ne faut pas la laisser passer et on n'a pas dit notre dernier mot. Est-ce que Didier Porte, vous seriez sur la même ligne que Daniel Simonet ? La bataille commence. Est-ce que vous dites à peu près la même chose à vos salariés ? On n'a pas l'impression. Revenir sur une question fondamentale de l'objectif de cette loi, c'est l'articulation, la nouvelle articulation dans le Code du travail. Et on parle d'inversion de la hiérarchie des normes. Effectivement, nous avons été les premiers, nous, à Force ouvrière, l'année dernière, de dénoncer justement l'articulation qui était faite uniquement sur la question du temps de travail. Et la crainte que nous avions, justement, c'est de voir appliquer cette articulation à l'ensemble du Code du travail. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ça n'est pas tout à fait cette articulation, je dirais, ce n'est pas cette articulation qui nous est proposée. On a un autre système qui est sur la table aujourd'hui et qui part de l'existant, notamment des thèmes de négociation qui sont verrouillés dans la branche. Je veux parler des 6 thèmes. Le but pour Force ouvrière, c'est d'élargir le plus possible et de verrouiller le plus possible la négociation au niveau de la branche et non pas de la décentraliser au niveau des accords d'entreprise. Mais ce que je veux dire, et quand même ce qui est vraiment important, c'est là le fond du problème, c'est quel thème, je vais donner un exemple très rapide, quel thème va pouvoir être décentralisé au niveau de l'entreprise. Nous, on considère que c'est la branche qui doit le définir.
au-delà de ce qui est complètement verrouillé. Je vais prendre un exemple. Les salaires minima. Aujourd'hui, les salaires minima font partie des grilles conventionnelles. C'est bien la branche qui régule les salaires minima. Mais dans la question des salaires, vous n'avez pas que les salaires minima. Vous avez aussi les rémunérations, ce qu'on appelle les rémunérations annexes. Et la question des primes, les primes d'ancienneté, des primes de panier, etc., etc. Et ça, le gouvernement tendrait à vouloir aujourd'hui le décentraliser au niveau de l'entreprise. Et pour nous, c'est un fil rouge. Alors justement, effectivement, vous parlez effectivement conditionnel, on attend le contenu des ordonnances. En attendant, que sait-on du texte? On fait le point avec Florence Lamy. Décrié pour sa complexité, le compte pénibilité va être réformé. Les employeurs n'auront plus l'évaluation de la charge de la pénibilité. Elle sera confiée aux médecins. Si on ne modifie pas la loi, c'est franchement une usine à gaz qui angoisse beaucoup les PME. Nous avons une solution à proposer aux partenaires sociaux qui garde intégralement les droits des salariés et même qui va accélérer la mise en œuvre parce qu'au lieu d'attendre 20 ans dans le système précédent, il y en a 10 000 qui pourront bénéficier de cette mesure dès l'année prochaine. Le nombre de critères sera en revanche plus restreint. 6 continueront à donner des points pour partir plus tôt à la retraite. Travail de nuit ou répétitif, horaire alternant, milieu hyperbare, ainsi que bruit et température extrême. 4 autres critères sortent en revanche du système à points. Manutention de charges lourdes, posture pénible, vibrations mécaniques et risques chimiques. Les salariés qui y sont exposés ne pourront bénéficier d'un départ anticipé qu'en cas de maladie professionnelle. Autre volet de la réforme, les contrats de projet, ces CDI qui ne durent que le temps d'une mission. Le contrat de chantier est plus souple que le CDI et juridiquement plus simple que le CDD très encadré par la loi. Les contrats courts, quel que soit leur type, seront négociés par accord de branche. Danielle Simonet, vous entendez la ministre du Travail qui dit que ce code du travail est devenu une usine à gaz qui angoisse les PME, il fallait faire quelque chose. Mais vous savez, Madame Pénicaud, qui est-elle d'abord? Madame Pénicaud, c'était une DRH à Dassault, à Danone, des grandes entreprises qui n'ont pas forcément brillé par leur respect de l'emploi et leur respect des droits des salariés, d'accord? Donc, sa déconnexion de ce qu'est le monde des salariés est totale, voilà. Le problème du Code du travail, c'est, je pense, surtout qu'il n'est pas assez respecté. Dans ce pays, s'il y a une urgence à faire par rapport au Code du travail, c'est notamment défendre les inspecteurs du travail. Arrêter de supprimer les postes, leur donner de réels moyens de garantir le respect de l'application du Code du travail. Ce qui alourdit le Code du travail, ce n'est pas les réglementations des entreprises, c'est le nombre de dérogations qu'il peut y avoir et qui permet à des grandes entreprises de pouvoir déroger à la loi. C'est ça le problème. Prenons des exemples très concrets. Tout à l'heure, on parlait de la question salariale. Il y a quelque chose qui est très important et qui préoccupe la jeunesse. Quand vous accédez à tel diplôme, votre souhait, c'est de pouvoir accéder à telle qualification. L'enjeu de ce qui se négocie dans les branches, par les organisations syndicales, c'est qu'il y ait bien une reconnaissance avec tel niveau de qualification, je peux prétendre à tel salaire. Si dans n'importe quelle entreprise, tout peut se renégocier, eh bien, on sait pertinemment que les salariés sont dans une situation de totale fragilité. On ne veut pas un code du travail par entreprise, de la même manière qu'on ne veut pas un code de la route par village. Mais alors, on parlait de votre opposition parlementaire. Vous pensez qu'elle va mener à quoi, sincèrement? Alors, cette opposition parlementaire, on voit bien dans la façon dont la procédure par ordonnance est choisie par le gouvernement, qui est, voilà, exactement comme le 49.3, dans le mépris du débat parlementaire, et ça s'est vu lors du débat en commission, nécessite aussi que les citoyens et les citoyennes s'en mêlent. Il faut que ça passe par la rue. Il faut que ça passe également, bien sûr, par une mobilisation forte. Donc nous appuyons et nous allons appuyer toutes les initiatives qui seront émises par les organisations syndicales. Je veux dire, je pense à la journée du 12 septembre. Donc, par les CGT, pour l'instant, il faut... Et de la même manière, nous appelons, donc dès ce 12 juillet, eh bien, à ce que le peuple dise non, nous ne voulons pas de ce coup d'État social. Voilà, c'est une guerre sociale que M. Macron et sa majorité veut imposer non seulement aux salariés, mais à l'ensemble du peuple. Il faut absolument nous y opposer. Force ouvrière, pour l'instant, n'a appelé à aucune mobilisation. Vous entendez les mots de Danielle Simonet ?
Oui, nous avons considéré que la concertation n'est pas terminée, qu'on va étudier les amendements, pas les amendements. Les ordonnances. Les ordonnances, pardon, deuxième quinzaine d'août, et on prendra la mesure de la situation à ce moment-là, et on verra, on prendra toutes nos responsabilités. Donc vous avez mis une ligne rouge, effectivement. Oui, il y a plusieurs lignes rouges. Il y en a plusieurs. Bien sûr. Hein. La négociation rendue possible sans la présence d'organisations syndicales, par exemple, ça c'est une ligne rouge. D'autres questions sur l'inversion de la hiérarchie des normes et sur certains thèmes qui ne doivent pas figurer au niveau des accords d'entreprise. On va dès demain présenter un nouveau dispositif concernant le plafonnement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Un dispositif qui s'inspire des lois de pays qui sont souvent montrés en exemple. Je veux dire la Belgique, l'Allemagne, etc. Donc voilà, je veux dire qui, pour nous, la ligne rouge sur le plafonnement, c'est vraiment véritablement baisser les indemnités des salariés injustement licenciés et de redonner le plus de pouvoir possible aux juges. Voilà. Et donc, si ça elles étaient font partie d'un ensemble franchies, de lignes rouges sur lesquelles nous discutons et sur lesquelles nous allons continuer la discussion. Donc vous n'appellerez à manifester, à se mobiliser que si ces lignes rouges sont franchies. Tout à fait. D'accord. Michael Darmon. Mais pour l'instant, la ligne rouge, c'est la ligne de flottaison et c'est la CFDT qui la donne. C'est-à-dire que la CFDT, il y a assez peu de chances pour qu'elle soit en rupture avec le gouvernement. Je ne suis pas d'accord avec vous. Dans le cadre d'après ce que l'on comprend. Moi, ce n'est pas mon opinion, il faut que les choses soient bien claires, mais c'est vraiment ce qu'on entend, je dirais, dans les coulisses et derrière les propos officiels que vous avez forcément raison les uns et les autres de tenir. Mais moi, je pose une question, et après, je vous laisserai réagir, mais moi, je pose une question. On voit de manière un peu étonnante, au fond, avoir disparu du discours présidentiel et du Premier ministre toute référence à la fameuse réforme de la formation professionnelle, des 34 milliards. Pourtant, durant la campagne, ça avait été maintes fois répété. C'est prévu. En disant, mais c'est prévu plus tard. C'est-à-dire qu'on cette année, mais après les ordonnances. Donc on a quand même la question qu'on peut se poser, dans quelle mesure il n'y a pas là une sorte de, je dirais, gentleman agreement sur le thème. On va peut-être regarder ensemble plus sereinement la réforme de la formation professionnelle et en même temps les syndicats auront un accord peut-être. Oui. Aussi. Un chantage. Ça aussi, il y a des accords, des pactes, des deals, comme on dit avant les chantages, mais ça je vous laisse vos mots. Et peut-être voir dans quelle mesure il peut y avoir, pourquoi pas, et dans quelle mesure il peut y avoir une forme d'équilibre. C'est une question que vous posez. Vous savez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça n'est pas en diminuant les droits des salariés bien qu'on lutte contre le chômage. Et justement, vous avez parlé de l'Allemagne, et vous avez tout à fait raison de faire cette référence, parce qu'elle est souvent citée en exemple. Ah, en Allemagne, on a détricoté leur code du travail, et résultat, regardez, le chômage a baissé. Bon, il y a plus de 17 millions de travailleurs pauvres en Allemagne. C'est-à-dire que la situation de la précarisation des salariés en Allemagne, eh bien, accroît vraiment la misère globale de ce pays. Donc nous ne devons pas souhaiter cela pour la France. Voilà. Je pense que la loi protège et c'est important de vouloir remettre à l'endroit la hiérarchie des normes. J'aimerais juste que chacun, vous jugiez votre position. Comment est-ce que AFO, vous jugez la position de France Insoumise qui est déjà dans l'opposition frontale avant de connaître le contenu des ordonnances, et comment à la France Insoumise vous jugez la position de FO qui est plutôt dans une position d'attente? Mon rôle n'est pas... Non, attention. Alors, mon rôle n'est pas de juger la position des organisations syndicales. Les organisations syndicales, mais est-ce que vous auriez aimé les avoir un peu plus avec vous? Les organisations syndicales sont invitées à une concertation. Moi, je respecte que les organisations syndicales veuillent d'abord attendre que le gouvernement se révèle sur le contenu des ordonnances. Bon, nous estimons au niveau de la France Insoumise que l'esprit même de cette loi qui demande au gouvernement de légiférer par ordonnance sur la méthode totalement antidémocratique, où c'est vraiment Monsieur tout en Macron, vraiment le pharaon qui se fait appeler Jupiter, a décidé par autoritarisme qu'il allait bâillonner l'Assemblée nationale et qu'il y allait à la force. Voilà, il va faire un coup de force pendant l'été, parce qu'il sait pertinemment qu'il n'y a pas de mobilisation sociale et citoyenne. Alors, force, on le rappelle, prévu par la Constitution quand même. Tout ça est constitutionnel. Oui, mais vous savez que cette Constitution, la Ve République, a bien des égards des aspects totalement antidémocratiques. C'est pour ça que nous souhaitons la convocation d'une constituante pour justement permettre au peuple de la réécrire. Didier Porte, mais je suis persuadée
que les Françaises et les Français sont majoritairement contre cette logique-là. Ils ne veulent pas moins de droits, ils veulent plus de droits. Alors Didier Porte, sur l'opposition de la France insoumise, comment est-ce que vous la jugez ? Je pense qu'une organisation syndicale n'a pas à juger du comportement et des orientations prises par un parti politique. Je crois qu'on est dans un système démocratique qui joue son rôle aujourd'hui au sein des assemblées. Voilà, je pense que nous... Alors autrement, je vais formuler ma question différemment, mais qu'est-ce que vous attendez de ces débats parlementaires qui s'ouvrent aujourd'hui ? Nous, ce qu'on attend déjà, c'est qu'il y ait un débat, même si le débat est compliqué, dans le cadre de la méthode choisie, projet de loi d'habilitation, ordonnance, etc., qui va effectivement, on doit bien le reconnaître, qui va quand même contourner le Parlement. Ça, c'est clair, quoi. Voilà, ça, c'est quand même la première chose. Et puis que ce débat puisse mettre en lumière aussi les points un peu sensibles que nous, on a déjà soulevés dans le cadre de notre concertation, et que ce débat aussi permettre aux Français, et notamment aux salariés, de pouvoir expliquer un dossier qui, au bout du bout, est quand même quelque chose de très technique. Pédagogique, quand même. Alors, mais en même temps, très technique, mais avec des aspects très concrets. Bien sûr, le contrat de je veux dire. Quand les Françaises et les Français vont comprendre qu'on veut développer les contrats de chantier, c'est-à-dire un contrat encore plus précaire que le CDD, puisqu'il ne dure que le temps de la tâche à réaliser. Je veux dire, c'est vraiment la précarisation accélérée pour tout le monde. L'ancien secrétaire général de FO disait qu'on va tous venir des travailleurs intermittents avec ce... Exactement. Alors c'est vrai que si justement, mais de toute façon, pour reprendre votre méthode... Le rêve de M. Macron, c'est l'ubérisation de la société. Oui, alors pour reprendre votre méthode justement cash, on pourrait dire qu'au fond, la puissance de vos formules, fort bien ciselées d'ailleurs, a l'air de renseigner quand même sur la faiblesse de la réalité de votre opposition. Et quant aux syndicats, en fait, ils sont neutres dans cette affaire, même s'il y a la concertation vigilante. Vous auriez dû écouter tous les argumentaires, justement, de tous les amendements qui ont été présentés par des députés de la France Insoumise. J'en suis très fière, y compris par... Oui, mais bien sûr, le résultat final. Le silence des députés En Marche en face. C'est leur argumentaire qui est complètement faiblard. C'est une autre question. Parce qu'ils sont là simplement pour défendre les intérêts du MEDEF. Quand on parlera de ce qui se passe à la République En Marche, c'est une autre question. La réalité, c'est celle-là de votre point de vue. Et quant effectivement, donc pour les syndicats, on sent bien qu'ils sont dans une sorte de neutralité vigilante, mais que globalement, il y a quand même une envie. C'est pas neutre ce que je viens d'entendre, moi. Je viens d'entendre quoi ? Neutralité vigilante. Mais pas du tout. Mais il n'y aura pas de rupture, à mon avis. Je viens d'entendre quoi ? Je viens d'entendre que vous étiez donc opposé à l'inversion de la hiérarchie des normes. On n'a surtout pas entendu qu'ils rejoignent votre appel. Que vous ne souhaitiez pas, que par exemple la question des salaires soit négociée entre entreprises. Oui, mais tout ça au conditionnel. Donc, au conditionnel. En attendant de voir le conditionnel. Il l'a dit de manière très claire. On verra si les lignes rouges sont franchies. Les organisations syndicales ne veulent pas dans ce pays que les salaires qui sont négociés dans les conventions collectives le soient entreprise par entreprise. Donc il y a un rôle qui est celui des organisations syndicales en ce moment dans la concertation, et c'est pas pour autant que derrière ce rôle-là, qui peut être interprété différemment par les organisations syndicales, et je n'ai pas à me prononcer là-dessus, ça n'est pas pour autant qu'ils ne défendent pas les principes, ils défendent des principes très clairs, qui est justement de défendre cet acquis que représente le Code du travail, qui représente un siècle de lutte sociale dans ce pays. On sait que vous ne pouvez pas dire publiquement comment se passent les négociations, mais est-ce que vous faites confiance au gouvernement ? Alors, ce sont des concertations. Et nous, ce qu'on peut dire, enfin, ce qui me concerne, c'est que la concertation présume, de la part des partis, de l'honnêteté et de la loyauté. Je veux dire que si on était écouté et pas entendu, je crois que déjà, je pense que notre secrétaire général serait intervenu plus fermement, c'est clair. Donc ça veut dire on a quand même l'impression aujourd'hui d'avoir infléchi la position du gouvernement qui disait tout à l'entreprise. Aujourd'hui, on n'en est pas là. On a redonné de la primauté à l'accord de branche, même si, effectivement, on peut considérer qu'on ne renforce pas la branche en vidant le Code du travail. Ça, c'est aussi clair pour nous. Mais je pense qu'aujourd'hui, plus on va réussir à mettre des thèmes au niveau de la branche, et mieux on aura fait notre boulot. C'est ça. Alors, imaginons que les syndicats soient satisfaits au final, sauf la CGT, évidemment, qui est déjà dans l'opposition frontale à ce texte. Mais si les syndicats, au final, sont tous assez satisfaits du résultat des négociations, si, je dis si,
Quelle sera votre position? Non, mais ça ne veut rien dire, votre phrase. Vous vous rendez compte ce que vous êtes en train de dire? Ça veut dire quoi? Non, c'est une vraie question que beaucoup peuvent se poser. Si tout d'un coup, M. Macron ne faisait pas la politique qu'il défend depuis qu'il était déjà ministre de M. François Hollande, parce que souvenez-vous, quel a été le rôle de M. Macron dans la loi El Khomri? C'était justement celui qui essayait au maximum d'aller complètement jusqu'au bout de la logique de l'inversion de la hiérarchie. Oui, mais Emmanuel Macron était élu sur ce programme. Qui l'ont rejoint, qui défendaient justement des articles dans la loi El Khomri pour protéger les plateformes et du coup faciliter l'extension du travail en statut d'auto-entrepreneur. Monsieur Macron a toujours été l'ami du MEDEF au niveau de la conception ultra-libérale. Alors vous aussi, voilà. Si Monsieur Macron était adepte de Jean Jaurès, donc vous pouvez vous adresser directement au syndicat. Vous pouvez leur dire directement, mais arrêtez de croire à ces concertations. Vous aimeriez bien une opposition. Non, c'est pas ça. Écoutez, j'essaye de comprendre. Les syndicats, ils organisent leur rôle. Non, vous essayez pas de comprendre. Vous faites un petit jeu. Mais non. Vous faites un petit jeu qui vise à vouloir. Madame Simonet, je peux vous l'assurer que je trouve que c'est suffisamment sérieux aussi pour ne pas jouer. Un jeu qui voudrait opposer l'opposition à M. Macron à l'Assemblée nationale qu'incarne la France insoumise avec le travail que font les organisations syndicales et la façon dont elles interprètent leur rôle. Les organisations syndicales essayent de tout faire pour que ce gouvernement ne brise pas un siècle de lutte. Donc ils essayent de tout faire pour protéger les accords de branche, protéger ce qui fait la loi. Nous sommes là pour donner la compréhension de l'ensemble. Sauf que la méthode est différente de la vôtre. Bien sûr. Leur méthode est différente de la vôtre. Et tout à fait. D'ailleurs, vous n'avez pas... Non. Si. On n'a pas le même rôle. D'accord ? On n'a pas le même rôle. Moi, je suis coordinatrice d'un parti politique. Bien sûr. À l'Assemblée, vous avez un groupe de parlementaires qui sont là pour faire respecter le débat parlementaire. Et vous avez les organisations syndicales. Chacun dans son rôle. Nous appelons un rassemblement le 12 juillet, donc mercredi. 12 juillet, voilà, le 12 juillet, donc à la fois contre cette guerre sociale qu'organise M. Macron. Général. Mais c'est pas général, je veux dire, que ce soit la méthode de la loi sur les ordonnances. Et en tout cas, c'est mercredi. Une chose dont on est sûr, c'est que le résultat ne sera pas au niveau de notre cahier de revendications. C'est clair. Et donc vous savez que vous allez de toute façon renoncer à certaines choses. C'est clair qu'il y a des choses aujourd'hui, dans la philosophie générale du texte, c'est clair qu'on s'attend à des choses. Mais bon, aujourd'hui, on sait que le gouvernement quand même a déjà reculé sur un certain nombre de choses. Et ça, on espère que bien évidemment, ça figurera dans les ordonnances. Et une fois encore, on jugera sur les faits. Et on prendra toutes les responsabilités qui sont dues aux organisations syndicales dans tel cas. Et je dois dire, ça a été soulevé tout à l'heure, il y a d'autres dossiers qui suivent. Et si on se rate sur cette question du Code du travail, c'est la question de la convention UNEDIC, c'est la question de la formation professionnelle, c'est aussi la question de la retraite. Et donc on ne doit pas se rater sur ce dossier-là. Et j'espère qu'on sera écouté, entendu et que les dégâts ne seront pas trop importants. Merci. Les débats viennent de commencer donc à l'Assemblée, on le rappelle. Merci de vos analyses, de vos réponses, parfois cash. Merci. Le journal de 17h tout de suite.